Aujourd'hui, nous allons accueillir Laurent Périlla. Laurent est archiviste paléographe, auteur de très nombreuses publications sur la Savoie, et il est surtout, si j'ose dire, l'actif président de l'Académie salésienne. Laurent est membre de notre Académie depuis 2013. Le thème de son discours aujourd'hui est « Un magistrat érudit au XVIIe siècle, Gaspard Thomassin, sénateur, auditeur général des guerres ». Laurent, je te donne la parole. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, Monsieur le Président, chère Académie de Savoie, Monsieur le professeur Demeaux, chers collègues et amis des sociétés savantes, et bien chers tous, donc je tiens à vous remercier de cette séance. Je me réjouis de pouvoir faire une conférence en vrai, si vous me permettez, ou en tout cas en présentiel, parce qu'en ces temps où on passe de longues heures devant des écrans, eh bien c'est réjouissant de pouvoir enfin parler en vrai, de quitter le masque pendant quelques instants. Donc j'espère pouvoir vous réjouir un petit peu de cette présentation où effectivement je vais vous parler pendant quelques instants d'un magistrat érudit au XVIIe siècle, Gaspard Thomassin, sénateur et auditeur général des guerres. Le fonds de l'Hôtel-Dieu de Chambéry contient, qui est conservé aux archives départementales de la Savoie, contient les très riches papiers de la famille Thomassin, qui permet donc de suivre les destinées de ce lignage du XVIe siècle à la fin du XVIIe. Pourquoi ce lignage? C'est parce qu'il m'a semblé assez emblématique d'une ascension sociale réussie, puisque, comme on le verra, on va passer d'un certain nombre de charges de judicature subalternes vers des charges anoblissantes du Sénat et de la Chambre des comptes. Cet exemple donc de dynastique d'agents de la justice, aux alliances homogames solidement établies, peut servir de modèle aux réseaux sociaux de la robe savoyarde. Il propose des modèles de carrière et d'union matrimoniale que je trouve assez caractéristiques, et c'est ça que je veux vous présenter cet après-midi. Ce riche fonds donc conservé aux archives départementales contient, entre autres, l'inventaire après décès du sénateur et auditeur général de Caen, Gaspard Thomassin. C'est un document extrêmement riche, on sait combien les inventaires après décès peuvent apporter d'informations, et il contient, entre autres, l'inventaire de sa bibliothèque. Donc je m'arrêterai plus particulièrement sur cet aspect du héros du jour, en essayant d'analyser un petit peu la culture juridique d'un magistrat savoyard en ce milieu du XVIIe siècle. Mais tout d'abord, présentons un peu cette famille Thomassin, famille disons de juristes et de praticiens du droit. Alors, les premières mentions qu'on trouve de cette famille à Chambéry datent des années 1510, où un certain Aimé, fils de feu Claude Thomassin, originaire de Lamagne, dans la paroisse d'Arit dans les Bauges, est cordonnier. Il habite alors place Saint-Léger, non loin du Bourneau-Ravier, donc en plein centre de la cité. Ce personnage, qui a priori n'accède pas encore à la bourgeoisie, a un fils, Jacques, qui, lui, pour le coup, va devenir bourgeois de Chambéry. Il semble avoir eu une position sociale assez intéressante, et on le repère dans les années 1560 comme étant hôtelier de l'Étoile à Chambéry. C'est un personnage qui se préoccupe de l'éducation de ses enfants, puisqu'on a pu retrouver un contrat datant de 1554 par lequel il engage un précepteur pour enseigner la grammaire à deux de ses enfants, Claude et Pantaléon, et on sait que par ailleurs, il avait un autre fils, prénommé Jacques, qui va reprendre un peu l'affaire familiale et qu'on va repérer marchant entre Chambéry et Lyon dans les années 1570. Voyons donc, pour commencer, donc Pantaléon Thomassin, qui est qualifié de maître dès les années 1570. Il s'est probablement frotté du droit auprès d'un notaire ou d'un procureur chambérien dans sa jeunesse. Et ce qui est certain, c'est que donc, dans les années 1570-1580, on le voit tenir des greffes et des petites judicatures seigneuriales. Il prend à ferme les greffes de la judicature de Conflans, de Miolan, de l'Echerenne, et aussi, on le repère à la fin des années 1580 comme greffier au bailliage de Savoie.
Il va même être présenté par le Sénat pour être nommé secrétaire du Sénat. Malheureusement, il ne remportera pas cette nomination, mais il va quand même, malgré tout, tenir une place importante dans la vie judiciaire de la capitale savoyarde. En effet, à compter de 1594, on le repère comme châtelain et concierge des prisons de Chambéry. Alors cette charge, comme vous le savez probablement, donc de concierge des prisons, c'est un pivot dans l'institution judiciaire savoyarde, puisqu'il est en définitive, on va dire, le directeur des prisons de Chambéry, et à ce titre-là, il est à l'intersection, si je puis dire, entre les justiciables, les différents acteurs de la justice, et donc le Sénat qui, bien évidemment, à l'époque, coiffe la pyramide judiciaire savoyarde. Maître Pantaleon Thomassin décède probablement de la peste en 1596 ou 1597, et on va le voir, comme on va le voir dans un instant, il va transmettre son office de châtelain et concierge à son fils aimé. Mais avant d'évoquer donc ce fils, évoquons un peu les alliances des autres enfants d'Aimé Thomassin. Et déjà, commençons aussi par la propre alliance d'Aimé Thomassin. Il épouse une certaine demoiselle Bonaventure Chavant, qui est probablement la sœur de maître Théodore Chavant, qu'on repère comme secrétaire et greffier de la conservatorie des Bois et Forêts, et fils de maître Jean Chavant, notaire, qu'on repère dans les années 1560 à Chambéry. Les autres enfants de Pantaleon Thomassin, comme on va le voir, vont se marier dans le même milieu des notaires, des greffiers qui peuplaient très largement Chambéry à cette époque. Par exemple, Jeanne Thomassin épouse maître Claude Bouvet, qui était notaire au Bourget en 1589, avec une dot de 1500 florins, ce qui est une dot assez confortable, disons. Sa sœur Sarah convole en 1604 avec maître Bernardin Blanc, qui est lui aussi un greffier et qui est à la souche des nobles blancs originaires d'Hauteville. Jacqueline, elle, épouse Georges Carrel, honorable Georges Carrel, dont on n'a pas bien saisi les fonctions, mais qui probablement était un hôtelier et qui probablement aussi était parent d'un maître auditeur qui s'appelait Laurent Carrel, qui accède donc à la Chambre des comptes à la même époque. Donc vous voyez, si j'insiste un petit peu sur ces différentes alliances matrimoniales, c'est pour bien montrer l'ancrage profond de Pantaleon Thomassin et de ses enfants dans ce milieu des greffiers, des notaires, des procureurs qui existait à Chambéry. Et parallèlement, on a également François, donc un autre fils de Pantaleon Thomassin, qui continue à garder les affaires familiales concernant le commerce, puisque comme son oncle qui portait le même prénom, eh bien on le repère également marchand à Chambéry dans les années 1580. Un autre fils de maître Pantaleon, Pierre, lui va pouvoir suivre des études. Il va obtenir son doctorat ès-droit à Toulouse au tout début du XVIIe siècle, et il sera reçu avocat au Sénat de Savoie en 1602. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ce personnage, mais j'en viens maintenant donc à Aimé, donc, qui était probablement le fils aîné de Pantaleon Thomassin. Aimé donc reprend l'office de son père, donc de concierge et châtelain châtelain et concierge des prisons de Chambéry, pardon. Il obtient confirmation de cette charge après la mort de son père. Et pendant un quart de siècle à peu près, donc c'est lui le directeur des prisons de Chambéry. Et il va obtenir en 1625 une charge un petit peu plus relevée dans la hiérarchie judiciaire du duché, puisqu'il va obtenir la charge de procureur fiscal au bailliage de Savoie en 1625.
Il va l'obtenir probablement contre monnaie sonnante et trébuchante. On n'a pas retrouvé, je dirais, l'acte qui le prouve de manière certaine. Mais ce qui est par contre certain, c'est qu'il était créancier du duc de Savoie pour des sommes assez importantes. En 1625, le duc lui fait verser une somme supérieure à 16 000 florins, ce qui est assez considérable, et très probablement dans cette tractation avec le duc, eh bien, était compris aussi l'achat de la charge de procureur fiscal. En effet, comme châtelain et concierge des prisons de Chambéry, il avait un modeste bagage juridique et j'allais dire que le moyen le plus commode pour lui d'accéder à la charge de procureur fiscal était d'acheter cette charge. On sait d'ailleurs que c'était une charge qui n'était pas excessivement chère, puisque un des successeurs d'Aimé Thomassin, Angelin Pernay, acquiert la charge de procureur fiscal au bailliage de Savoie en 1632, et pour cette charge, il paie la somme de 200 ducatons, soit 1400 florins. Pour vous donner une petite idée là du niveau de fortune qu'il fallait et pour situer aussi l'importance et la richesse probablement d'Aimé Thomassin dès cette époque. Donc 1625, le voilà procureur fiscal au bailliage de Savoie, mais c'est une charge qu'il va exercer assez peu de temps, puisqu'il décède entre mai 1627 et septembre 1628. Son épouse, Jeanne Quimier, va le suivre dans la tombe en 1631, et il y a de fortes chances que si ce n'était pas le coronavirus, c'était probablement évidemment la peste qui l'avait frappé. Alors si je vous mentionne son épouse, ce n'est pas par hasard, parce que son épouse, Jeanne Quimier, était la fille de Claude Quimier, qui était, devinez-le, qui était la fille du châtelain et concierge des prisons de Chambéry avant Pantaléon Thomassin. Donc là, évidemment, encore une fois, tout ça pour souligner l'étroitesse des liens matrimoniaux dans lequel probablement, justement, l'office de châtelain et concierge devait tenir une place certaine pour ce lignage. Donc Aimé Thomassin et Jeanne Quimier, qui décèdent vers 1630, laissent 3 enfants. L'aîné, c'est Gaspard, dont on aura l'occasion de reparler plus en détail dans un instant, donc je n'insiste pas. Une fille, Françoise, qui épouse maître Jean-François Benoît, qui était greffier à la Chambre des comptes de Savoie. Donc vous voyez, on retrouve, comme à la génération précédente, à nouveau ces alliances toujours dans ce milieu on va dire des scribes qui tournaient autour des juridictions chambériennes. Et puis le 3e fils, c'est un certain Jacques Thomassin, qui lui est apothicaire à Chambéry. Alors apothicaire entendu au sens des 16e et 17e siècles, c'est-à-dire qu'à cette époque, un apothicaire, c'est un peu un marchand qui vend un petit peu de tout, et justement, on dispose de l'inventaire après décès de cet apothicaire. Alors, on voit il possédait de grandes quantités de marchandises extrêmement diverses. On trouvait de la papeterie, des vêtements, des outils, des armes, des livres, de la vaisselle, et une part notable de ce stock, en quelque sorte, eh bien, était constituée de produits qu'on pourrait qualifier de luxe. Donc là, on avait affaire très probablement donc, à un marchand d'assez haut vol qui reflète bien, je dirais, la richesse du lignage dès cette époque. Donc voilà pour les 3 enfants d'Aimé Thomassin. Et c'est donc au cours du XVIIe siècle, précisément autour de 1630, que le lignage va vraiment s'affirmer et va accéder à des charges du Sénat et un petit peu plus tard de la Chambre des comptes de Savoie. Alors, revenons déjà sur le frère d'Aimé Thomassin, Pierre, qui était donc avocat depuis 1602. Eh bien, ce personnage achète en 1627 la double charge de juge-mage de Maurienne et de sénateur. Il va laisser sa charge de juge-mage de Maurienne en 1632 et il va être donc sénateur au Sénat jusqu'à son décès survenu en 1646. Analysons là aussi son alliance.
Il va épouser une certaine demoiselle Angélique Marie Cise. Les Cise, c'est une grande famille, là aussi, de la magistrature et des finances du duché de Savoie à cette époque. Voilà donc pour le frère d'Aimé Thomassin. Mais revenons maintenant donc au fils aîné d'Aimé Thomassin, Gaspard Thomassin, qui est celui qui va nous intéresser ici. Eh bien, un petit peu comme son oncle Pierre qu'on vient d'évoquer à un instant, il va suivre une carrière juridique. Alors, ça va passer d'abord par évidemment des études de droit qu'il mène à Valence, où il obtient donc son doctorat ès-droit en 1617, et dès l'année suivante, donc en novembre 1618, il est reçu avocat au Sénat de Savoie. Et assez vite, il va obtenir un premier poste dans la magistrature du duché, puisqu'on va le retrouver d'abord assesseur, puis titulaire de l'office d'auditeur général de Caen. Alors il faut dire quelques mots de cette charge. L'auditeur général de Caen, c'est donc le chef d'une juridiction d'exception qui était chargé de trancher les litiges, les causes entre les militaires et les civils. Il y a également un certain nombre de causes qui ne concernaient que les militaires, mais sans m'étaler plus sur ses fonctions, on peut retenir que c'était donc le chef de la justice militaire dans le duché de Savoie. À noter aussi, c'est que dès ces années 1620, il va passer une bonne partie de son temps en Piémont. Il va être assez proche du duc Charles-Emmanuel, et c'est sans doute ça qui va favoriser un petit peu sa carrière, puisque en 1631, alors là, on est certes sous le règne de Victor Amédée Ier, mais la faveur dont il jouissait datait déjà du règne précédent. En 1631, donc, il est confirmé dans sa charge d'auditeur général de Caen, et parallèlement, il devient sénateur honoraire. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre d'être honoraire alors qu'on est au début d'une carrière. Eh bien, en réalité, ça veut dire sénateur aux honneurs, hein, c'est-à-dire c'est une place de juge sans en avoir la réelle effectivité. Et il faudra attendre donc 1635 pour qu'il soit sénateur effectif surnuméraire. Et donc là, il devient effectivement juge avec la possibilité d'apporter sa voix lors des délibérations. Et surnuméraire, c'est-à-dire qu'on lui octroie une place en plus du nombre normal. Et nous précise ces lettres patentes de nomination sans avoir à payer de finances. Donc il n'achète pas son office, c'est le duc qui lui octroie sans qu'il ait à débourser. Et ça, en soi, c'est déjà un élément extrêmement important, puisque, comme vous le savez, la plupart des offices, et notamment des offices du Sénat et de la Chambre des comptes à cette époque, s'acquièrent par finance, moyennant donc florins sonnants et trébuchants. Eh bien, le fait d'obtenir une charge sans avoir à payer de finances montre très probablement là, la très grande confiance qu'il avait pu obtenir donc du duc Victor Amédée Ier. Je me permets de le souligner parce qu'on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus loin. Et il va compléter cette panoplie judiciaire, si vous me permettez l'expression, avec la charge de conseiller d'État et du magistrat de la santé par lettre patente du 24 septembre 1637. Là, c'est un petit peu, si vous m'autorisez l'expression, la cerise sur le gâteau, puisque conseiller d'État, ça veut dire qu'il est en quelque sorte le représentant du duc dans son conseil d'État siégeant en Savoie, de ce côté-ci des Alpes. Encore une fois, une grande marque de confiance accordée par le duc à ce serviteur qu'on peut supposer zélé. Pour évoquer encore cette famille Thomassin, disons un autre mot parlons d'un autre membre de cette famille, Pierre-Louis, qui est le fils de Jacques, l'apothicaire que j'ai évoqué tout à l'heure, donc neveu de Gaspard qu'on a évoqué à l'instant. Eh bien, donc ce Pierre-Louis va lui aussi suivre une carrière juridique. Il obtient son doctorat ès-droit à Orléans en 1654. Il est avocat au Sénat à partir de novembre 1656. Et pour lui, il faudra attendre 1678 pour qu'il obtienne une charge de juge, puisqu'à cette date, donc, il est nommé maître auditeur à la Chambre des comptes, charge qu'il tiendra jusqu'en 1682. Alors ce personnage n'avait pas
probablement pas pu bénéficier de l'entregent de son oncle, puisqu'on sait qu'il achète donc sa charge de maître auditeur pour la somme de 21 000 florins, donc en 1678. Voilà, donc vous voyez ce milieu, cette dynastie des Thomasins qui, de greffier, arrive à se hisser jusqu'au plus haut poste du Sénat et de la Chambre des comptes. C'est, je dirais, un exemple qui n'est pas unique. On pourrait citer bien d'autres familles qui ont suivi des parcours tout à fait analogues, avec sur plusieurs générations une ascension vers les plus hautes charges du Sénat et de la Chambre des comptes. Évidemment, je me permets pour ça de vous renvoyer à l'ouvrage que l'Union des sociétés savantes a fait paraître avec la collaboration de Corinne Tonnelet, notre dictionnaire des magistrats du Sénat et de la Chambre des comptes. Vous trouverez là-dedans, dans cet ouvrage, toute une série d'exemples qui vont dans le même sens. Mais, si vous le voulez bien, à présent, après avoir vu le contexte de cette famille Thomasin bien implantée à Annecy, à Chambéry, excusez-moi, nous allons pouvoir entrer chez Gaspard Thomasin. On a déjà largement évoqué sa carrière, disons, publique. Maintenant, essayons d'entrer un petit peu dans son intimité et de mieux connaître son intérieur, disons. Gaspard Thomasin est probablement né à l'extrême fin du XVIe siècle, début du XVIIe. Je n'ai pas eu l'occasion de retrouver son acte de baptême. Donc on a vu que, jouissant de la faveur ducale, il a mené une partie de sa carrière, surtout dans sa jeunesse, dans les années 1620, auprès du duc de Savoie et en Italie du Nord. C'est un détail qui, vous le verrez, aura à son importance. Et sa nomination au Sénat, donc dans les années 1630, le ramène à Chambéry. On le voit à cette époque, en 1634, il dresse un partage avec son frère Jacques pour partager les biens maternels, et lui va retenir, entre autres biens, la maison de Chambéry, et spécialement donc, le deuxième étage de la maison paternelle que la famille possédait, donc place Saint-Léger, depuis le début du XVIe siècle. Quelques mots sur l'alliance aussi de Gaspard Thomasin. Il épouse en 1639 demoiselle Françoise Charvet, qui est la fille de maître François Charvet, personnage dont on sait assez peu de choses, bourgeois de Chambéry, on ne sait pas trop quelle était sa profession. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'était un personnage très fortuné. Il apporte une dot de 21 000 florins pour sa fille, ce qui est donc une somme assez importante. Vous noterez au passage, 21 000 florins, c'est aussi le prix d'une charge de maître auditeur à la Chambre des comptes. Donc là aussi, probablement, cette dot a dû peut-être favoriser les projets de Gaspard Thomasin, ou en tout cas du lignage. Et qui plus est, cette alliance apporte donc de la richesse, mais apporte aussi tout un réseau. C'est ça aussi qui est important. Le frère de Françoise Charvet, c'est Aimé Charvet, qui est référendaire de la signature du duc dans les années 1650 et qui reprendra la charge d'auditeur général de Caen à la mort de Gaspard Thomasin. J'aurai l'occasion d'ailleurs d'y revenir. Alors, ce Gaspard Thomasin, il est qualifié dans les actes notariés de noble et spectable. Effectivement, en tant que sénateur au Sénat, ne serait-ce que pour ça, c'est ce qui lui permettait donc d'être qualifié de noble, au moins à titre personnel. Alors, je ne vais pas revenir sur tout le débat qu'il y a pu y avoir sur la noblesse des sénateurs et des maîtres auditeurs à la Chambre des comptes. On pourrait en discuter pendant des heures. Donc, je vais me concentrer sur la destinée de Gaspard Thomasin. Il va rédiger 3 testaments. Un en 1654, un autre en 1657 et le troisième le 24 février 1660. Alors, le testament nous apprend qu'il est paralysé du côté droit. Probablement, donc, il a probablement subi un AVC, mais il peut encore signer de la main gauche. Et effectivement, on voit à la dernière page du testament la signature un peu tremblante de notre testateur. Rien de très extraordinaire dans son testament. Il fait quelques legs aux communautés religieuses de Chambéry, des legs assez modestes, 25 florins pour la plupart des communautés religieuses, et 50 florins pour les franciscains. Voilà,
parce qu'il a élu sépulture dans leur église, des sommes assez modestes au regard de la fortune du testateur. Avec Françoise Servet, il n'a pas eu d'enfant, et donc il fait de son épouse son héritière universelle. Les témoins à ce testament ne se distinguent pas particulièrement dans l'ordre social. On y repère un avocat, spectable Claude Thierry, et les autres témoins sont on va dire, d'honorables marchands ou bourgeois de Chambéry. Alors notre sénateur, qui devait être déjà fragile au moment de son testament, donc février 1660, ne va guère y survivre. Il meurt l'année suivante, le 13 mars 1661, il est enterré le même jour dans l'église Saint-François, et le même jour, à 17h, son épouse va voir le juge mage de Savoie et va demander l'ouverture du testament de son défunt mari. Et très vite, elle fait dresser l'inventaire des biens meubles, immeubles, les créances, etc., des biens de son époux. Et c'est donc le notaire Antoine Giraud qui va commencer donc le 7 avril un très long, très volumineux registre de 185 feuillets qui va contenir pas moins de 666 articles qui décrivent l'ensemble des biens mobiliers de Gaspard Thomassin. Et cet inventaire va être encore complété par la description faite entre le 6 et le 9 mai suivant de tous les biens fonds, donc les biens immobiliers cette fois-ci, possédés par Gaspard Thomassin à Viviers, Méry, Saint-Ours, à Arit, donc le lignage détenait encore un certain nombre de biens dans sa paroisse d'origine, au Bourget, à Chilien, etc. Donc montre une fortune assez considérable. Alors on a avec cet inventaire, même s'il est copieux, un inventaire assez classique pour cette époque. Mais ce qui est tout de même remarquable dans cet inventaire, et c'est assez rare dans les inventaires savoyards de cette époque et même du XVIIIe siècle, c'est qu'on a une estimation de la valeur des biens, ce qui n'est pas toujours facile à trouver dans les inventaires de cette époque. Et comme toujours, ces inventaires sont très précis, nous décrivent même les différentes pièces dans lesquelles se trouvent les meubles. Et c'est ainsi donc qu'on peut rentrer dans l'étude, le bureau de travail de notre sénateur. Donc c'est ce que je vous propose de faire à présent. Donc voilà le notaire qui rentre dans son étude. Au mur, on trouve une vingtaine de tableaux. On va y trouver surtout des sujets religieux, mais on y trouve aussi le portrait de Victor Amédée Ier, qui, je vous le rappelle, était un peu à l'origine de la fortune du défunt. Le portrait de Madame Royale, donc son épouse, qui donc est encore vivante en 1661, et bien sûr un portrait du maître du lieu, un portrait de Gaspard Thomassin. Dans cette étude, on trouve les robes de palais du défunt, une rouge et deux noires. Je vous rappelle que les sénateurs, effectivement, se revêtaient d'une robe rouge quand ils siégeaient au Sénat. Son bonnet de docteur, on va y trouver aussi ses papiers, ses principaux papiers, son diplôme de docteur S droit, ses lettres patentes de sénateur et d'auditeur général de Caen. Et surtout, on va y trouver une masse vraiment impressionnante de volumes de procès, d'actes notariés, d'acquis, d'obligations, etc., dans des quantités absolument faramineuses. Et au milieu de tout ça, donc dans cette pièce, on va trouver inventoriés sous les numéros 425 à 607 les livres de sa bibliothèque. Et donc c'est un petit peu sur ces aspects-là de l'inventaire que je voudrais m'intéresser. Pour moi qui suis conservateur des bibliothèques, évidemment, ça fait sens. Et on va trouver donc dans cet inventaire chaque livre assez sommairement décrit, il faut bien le dire. Quelques mots du titre, parfois on a l'auteur, on a le nombre de volumes, et on a aussi, et c'est pas surprenant, une indication concernant la reliure, si on a affaire à une reliure en basagne, une reliure en parchemin, etc. Et cet inventaire est complété par une copie qui existe, qui est annexée en quelque sorte à l'inventaire, une copie de cette liste de livres qui comporte donc une estimation de la valeur, une estimation financière de chacun des livres. Donc on a là des éléments
très précis et pour tout dire assez rare, assez original, parce qu'il est, encore une fois, dans les inventaires anciens, il est peu fréquent de trouver une estimation du prix des livres. Alors pourquoi, d'ailleurs, on peut s'interroger, pourquoi on a une copie de cet inventaire des livres? Eh bien, très vraisemblablement, c'est la veuve qui a dû demander une estimation plus précise de cette bibliothèque, et elle a sans doute fait appel à un libraire ou un expert à même d'apprécier les livres. Donc là, on a affaire à un document tout à fait intéressant qui va nous permettre de nous faire une petite idée des préoccupations intellectuelles de Gaspard Thomassin. Alors, avant d'entrer à proprement parler dans cette description, je voudrais quand même prendre un certain nombre de précautions. Il faut toujours être très prudent par rapport à ces inventaires de bibliothèques anciens, parce qu'il y a un certain nombre de biais qui peuvent être fatals. Donc, quelques précautions. Déjà, on peut se dire qu'avoir des livres, ce n'est pas forcément ses propres livres, hein, c'est-à-dire que ça peut être le fait d'un héritage. Et d'autre part, quand on a des livres dans une bibliothèque, ce n'est pas parce qu'on possède des livres qu'on les a nécessairement lus et qu'on est d'accord avec tout ce qui peut y être écrit, bien sûr. D'autre part, un inventaire après décès peut être incomplet. Certains ouvrages peuvent ne pas avoir été décrits pour diverses raisons, parce que par exemple, des ouvrages peuvent avoir été prêtés à un ami ou un parent, par exemple. Et puis, il ne faut pas perdre de vue aussi que l'inventaire après décès, sa finalité, c'est d'estimer la valeur de biens. Et donc, le notaire qui se charge d'effectuer le catalogue de la bibliothèque, en quelque sorte, eh bien, va être assez peu soucieux d'une description bibliographique rigoureuse. Donc, évidemment, ça fait bondir le bibliothécaire que je suis, mais de fait, dans la description des livres, il y a des erreurs de transcription qui sont manifestes. Il y a certains noms propres qui sont écorchés. On a même certains titres qui sont normalement, enfin dans le livre, qui sont écrits en latin, qui sont carrément traduits en français dans l'inventaire. Et les fautes de syntaxe et de morphologie du latin, parce qu'on verra que beaucoup de livres étaient écrits en latin, eh bien sont très nombreuses. Donc voilà, avoir toujours à l'esprit ces quelques précautions avant d'aborder l'analyse de ce catalogue de bibliothèque. Voilà. Malgré tout, il y a un certain nombre d'enseignements qu'on peut tirer de cet inventaire, et c'est ce que je voudrais vous partager. Alors tout d'abord, combien de titres dans cette bibliothèque? 233, ce qui est, ma foi, assez honorable, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et sur ces 233 titres, j'ai pu en identifier la très grande partie. Seulement 9 ne peuvent pas être identifiés de manière sûre et certaine, et encore, on peut avoir quand même une petite idée de leur contenu, parce que penser d'un livre qui s'intitule « Coutumes de France » ou « Petit traité parentique », bon, vraisemblablement on a affaire à des livres de droit, mais malheureusement la description n'est pas suffisamment avancée pour pouvoir être plus précis à ce sujet. Et sur ce lot donc de 233 titres, il y a un bon tiers, 87 titres pour être précis, dont on a pu déterminer de manière sûre et certaine la date d'édition, le lieu d'édition, ainsi que le format. Donc on a un bon tiers de la collection pour lesquels on a pu identifier de façon sûre et certaine et de manière unique le titre qui était écrit dans l'inventaire. Alors, sur cette base, on va pouvoir apporter d'autres éléments. 233 titres, mais qui représentent vraisemblablement quelque chose comme 300 volumes à peu près. Le nombre de volumes est toujours plus important que le nombre de titres, hein, c'est un peu logique. La plupart des livres existent en un seul volume, mais on en a quand même 10% qui sont constitués de 2 tomes ou plus. On a par exemple évidemment le Corps de droit civil qui est constitué de 7 volumes, ou le Paul de Castres, hein, qui est un grand classique du droit médiéval qui comporte 6 volumes. A priori, pas de manuscrits présents dans cette bibliothèque, en tout cas rien qui nous l'indique de manière explicite, et seulement 5 titres n'ont pas reçu une estimation financière. Donc on peut avoir une idée quand même assez précise de la valeur de cette bibliothèque. Alors en réalité, c'est pas quelque chose de très considérable. La bibliothèque peut être estimée à environ 534 florins,
ce qui, au regard des échelles que j'ai déjà pu vous donner précédemment, n'est pas considérable. À eux seuls, par exemple, les tapisseries, les nappes, les draps qu'on trouve dans la chambre du défunt dépassent très largement cette somme. Et on peut s'amuser à faire une moyenne. Le coût, la valeur moyenne du livre s'établit à peu près 2 florins. 2 florins, c'est à peu près l'équivalent d'un bon salaire d'un ouvrier qualifié à cette époque. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de la valeur. On n'a pas affaire à une bibliothèque extrêmement riche, même si, pour quelques ouvrages, la reliure est suffisamment, disons, importante pour être mentionnée. On a par exemple un ouvrage des Decisiones de Tesauro qui est estimé 20 florins, ce qui constitue un des records parmi les livres de cette bibliothèque. Qui plus est, justement, on a des indications assez précises sur l'état matériel de la bibliothèque. On a des mentions assez précises sur la reliure, et on voit même que certains ouvrages peuvent être dans un état plus ou moins bon, comme ce livre intitulé Conciliator Differentiarum Philosophorum, qui est non couvert d'un côté, donc il devait manquer une des parties de la couverture de cet ouvrage, ou encore ce Speculum Humanae Vitae, qui est un livre fort vieux, relié en basane, qui est très probablement un incunable, puisque cet ouvrage a connu d'assez nombreuses éditions, mais réparties uniquement entre 1478 et 1488, ce qui permet donc de le ranger dans cette catégorie d'incunables, donc les livres antérieurs à 1501. La plupart des ouvrages sont reliés avec du parchemin, les autres en basane, ce qui sont des modes de reliure tout à fait courants à cette époque. Et pour certains titres, il est assez curieux de voir, comme ces 4 livres de Tiraco, que 2 volumes sont couverts de basane verte et les 2 autres sont couverts de parchemin blanc. Donc on peut imaginer ici une bibliothèque dont les dos devaient être assez colorés, en vert, en noir, en basane, en marron, qui devait donc donner quelque chose d'assez coloré comme bibliothèque. Pour ce qui est des formats, comme je vous l'ai dit, on a pu déterminer de manière sûre et certaine pour 87 titres le format des livres. On a une répartition qui est assez, je dirais, assez homogène. On a à peu près autant d'in-folio que d'in-quarto que d'in-octavo. Mais il est quand même assez notable de voir qu'on a un nombre important d'in-folio qui se situe entre les numéros 484 et 504, donc j'allais dire le cœur de la collection, et sans surprise évidemment ce sont de gros traités de droit qui sont dans ce grand format, bien sûr. Alors puisqu'on évoque aussi la question de la bibliographie matérielle, si je puis dire, de ces ouvrages, 2 mots sur la date d'édition. Parce qu'on va voir que ça présente un certain intérêt par rapport aux préoccupations du propriétaire. Donc, encore une fois, sur nos 87 titres identifiés de manière sûre et certaine, eh bien, plus de la moitié, 53%, datent du XVIe siècle. Donc, probablement, une partie de ces ouvrages ont été hérités des prédécesseurs de Gaspard Thomassin, de son père ou de son grand-père, avec quand même un petit doute, parce qu'en réalité, la plupart de ces ouvrages sont des gros traités de droit. Il n'est pas sûr que Aimé ou Pantaléon Thomassin s'étaient plongés à corps perdu dans ce type d'ouvrage. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a une trentaine de documents qui datent de manière sûre d'après 1600, et sur ce lot, la moitié, donc une quinzaine d'ouvrages, sont datés entre 1625 et 1660. Donc là, on a affaire, très probablement, aux ouvrages qui ont été acquis par Gaspard Thomassin lui-même au cours de sa carrière. Alors évidemment, on peut s'amuser aussi à voir quel est l'ouvrage le plus récemment acquis par notre sénateur. Il s'agit d'un ouvrage assez curieux qui s'intitule De Secunda Monarchia Persarum et Medorum, qui a été publié par un éditeur allemand qui s'appelle Johannes Henselmann, publié à Berlin en 1657. C'est assez curieux de voir qu'un ouvrage allemand se retrouve dans une bibliothèque savoyarde à cette époque. Et ce titre aussi, donc à propos du deuxième royaume des Perses et des Mèdes,
un intérêt donc pour l'histoire antique qui est assez clair dans cette bibliothèque. J'aurai l'occasion d'y revenir. On voit que Gaspard Thomassin s'intéresse à l'histoire antique, même si cette histoire du deuxième royaume des Perses et des Mèdes est évidemment étroitement liée à l'histoire biblique, hein, puisque j'ai eu l'occasion, vous pouvez aller voir, vous pouvez retrouver cet ouvrage quand vous allez sur des bibliothèques numériques, Gallica ou Google Books, vous pouvez retrouver cet ouvrage. Je vais vous faire une petite idée du contenu. C'est un ouvrage écrit en latin, donc voilà, il faut s'y plonger avec un peu de concentration. Mais donc voilà, c'est un ouvrage qui va décrire les règnes des rois perses et mèdes qui, évidemment, se sont emparés de la Terre Sainte. Donc la plupart de ces ouvrages viennent d'éditions lyonnaises, vénitiennes, parisiennes, ce qui est assez classique hein, pour l'époque. Hein. On sait... c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez courante. Gaspard Thomassin se fournissait probablement auprès de libraires chambériens et on sait de manière sûre qu'il était notamment en lien avec Nicolas Ramu, qui était libraire donc à Chambéry, puisque ces deux personnages, donc Gaspard Thomassin et Nicolas Ramu, iront en 1658 effectuer l'inventaire de la bibliothèque des Annonciades d'Annecy. Donc on a là... c'était probablement un des fournisseurs de notre Gaspard Thomassin. Alors, j'en viens maintenant à l'analyse du contenu de ces fameux livres, en vous rappelant encore une fois que seulement 9 échappent à toute intelligence, à toute analyse plus précise. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans cette bibliothèque? Alors tout d'abord des livres de droit, je pense que vous vous en doutiez, 166 titres, donc les 2 tiers de cette bibliothèque sont constitués de livres de droit. Donc je vais les laisser pour l'instant de côté, j'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant. On va voir quels sont les autres types de documents qu'on y trouve. Eh bien, assez peu de livres religieux, seulement 9 titres, ce qui est un peu surprenant parce qu'au XVIIe siècle, la production de livres religieux est encore extrêmement importante. On va y trouver des grands classiques comme Une vie de saint. On va surtout y trouver des livres de morale et de piété. On va même y trouver 2 ouvrages d'Érasme, dont l'Enchiridion Militis Christiani, qui est un grand classique de l'édition, mais de l'édition du XVIe siècle. On va y trouver un petit fond aussi qu'on pourrait qualifier de scientifique, restreint, seulement 6 titres, mais assez variés, hein, puisqu'on a des titres en médecine, en géographie, en agronomie, en astronomie. Et puis un certain intérêt pour les techniques. Et vous verrez que ce n'est pas innocent. On a par exemple un certain livre pour faire des fusées qu'on doit probablement identifier avec les récréations mathématiques de Claude Midorge. Donc vous verrez que ce type d'ouvrage n'est pas tellement surprenant dans la bibliothèque de quelqu'un qui était auditeur général de Caen. Et d'ailleurs, évidemment, on va trouver un certain nombre d'ouvrages de polyorcétique. Par exemple, un ouvrage d'un auteur piémontais qui s'appelait Gabriello Busca, qui avait écrit un ouvrage intitulé Della espugnazione e difesa delle fortezze. Donc voilà, un ouvrage qui allait parfaitement, je dirais, avec les préoccupations de notre auditeur général de Caen. On va y trouver également, c'est assez intéressant, une douzaine d'ouvrages qui ont trait à l'actualité ou ce qu'on appellerait à la science politique, et notamment un certain nombre d'ouvrages qui va traiter de l'éducation du prince ou du bon gouvernement d'un royaume. On va même y trouver un ouvrage datant de 1645 qui relate l'histoire de l'indépendance du Portugal. Je vous rappelle que le Portugal, à partir de 1580, est réuni au royaume d'Espagne, et c'est en 1640 que ce royaume arrive à obtenir son indépendance, et donc manifestement notre sénateur s'est intéressé à cette question. Et puis bien sûr, on va trouver un certain nombre d'ouvrages qui vont traiter on va dire des belles lettres, avec les antiquités classiques, bien sûr, les grands classiques tels que Cicéron, Horace, Polybe, choses qu'on retrouve de manière tout à fait classique dans ce type de bibliothèque. Assez peu de poésie, avec malgré tout un grand classique, les Arresta Amorum de Martial d'Auvergne, et très peu de choses pour tout ce qui concerne, on va dire, le théâtre ou d'autres genres littéraires. Donc assez peu de choses concernant la littérature.
Alors malgré tout, je ne résiste pas à l'envie de vous donner deux titres de livres qui sont... vous savez que les titres de livres anciens sont toujours assez savoureux, donc permettez-moi de vous en citer deux qui montrent là aussi l'intérêt de notre sénateur pour l'histoire antique. Alors c'est tout d'abord le dialogue très élégant intitulé Le Pérégrin, traitant de l'honnête et pudique amour concilié par pure et sincère vertu. C'est typique de ce type d'ouvrage. Ouvrage qui date du XVIe siècle, puisqu'on a d'assez nombreuses éditions de ce document entre 1527 et 1540. Plus proche de Gaspard Thomassin, on va avoir cet ouvrage intitulé La mythologie, c'est-à-dire explication des fables contenant les généalogies des dieux, les cérémonies de leurs sacrifices, leurs gestes et adultère amour. Donc voilà, là aussi un ouvrage très, disons, de culture classique. Et puis, dans cette bibliothèque, il convient aussi de faire une place à un certain nombre d'ouvrages qui, c'est assez remarquable, ont un lien avec les États de Savoie. Donc, je m'explique. Outre le De Expunatione qu'on a évoqué tout à l'heure, on va y trouver bien sûr les Statuta Sabaudier de 1430. On va y trouver les ouvrages d'un certain nombre de ses collègues, des ouvrages du président Favre, les ouvrages du président Doncieux. On va trouver aussi des ouvrages de juristes piémontais, Caquerano d'Ossasque, Tesauro, qui sont là aussi des grands classiques du droit piémontais. Et Gaspard Thomassin a probablement ramené de ses séjours en Piémont des ouvrages qui concernent, on va dire, le droit piémontais, pour faire court, les Ordini Politici de la ville de Turin, par exemple, ou encore les privilèges, indultes et immunités accordés aux Saint-Maurice et Lazare. Et puis on trouve également dans sa bibliothèque un autre ouvrage d'un autre grand écrivain savoyard du XVIe siècle, Claude Guichard, qui était secrétaire et historiographe de Charles-Emmanuel Ier, les funérailles et diverses manières d'ensevelir les Romains, Grecs et autres nations, tant anciennes que modernes, publié à Lyon en 1580. Là aussi, je vous recommande d'aller voir sur une bibliothèque numérique. De nos jours, c'est très facile d'aller consulter ce type de documents qui ont été largement numérisés, soit par la Bibliothèque nationale, soit par d'autres institutions. Et donc, on peut voir un petit peu le contenu de ces ouvrages. Et justement, on va pouvoir voir, notamment dans cet ouvrage de Claude Guichard, eh bien, une description des funérailles, donc non seulement telles que les pratiquaient les Romains et les Grecs, mais aussi les Turcs, aussi les peuples du Nouveau Monde, qui venaient, à la connaissance des Européens à cette époque. Donc là, on peut peut-être s'imaginer qu'à travers ce type d'ouvrage, Gaspard Thomassin essayait de trouver un petit peu, d'aller voir un petit peu plus loin que la cime de nos Alpes, bien sûr. Deux mots aussi sur la langue d'écriture de ces ouvrages. Évidemment, le latin prédomine très largement. 75% des titres sont écrits en latin. En deuxième lieu vient le français, 13% des ouvrages. On a un seul livre en espagnol et tout le reste du fond est composé d'ouvrages en italien. Pas étonnant, notre Gaspard Thomassin devait probablement très bien maîtriser cette langue. Je rappelle encore une fois qu'il a exercé une partie de ses fonctions de l'autre côté des Alpes, et donc il est assez normal de trouver des livres écrits en italien en assez grand nombre dans cette bibliothèque. Et donc, j'en viens à le cœur même de sa collection, les 166 titres de droit, et je vais essayer ici de vous faire une brève description de ce fonds, parce que ça constitue quand même l'essentiel de cette bibliothèque. Alors, cette collection juridique, on peut dire qu'elle est à la fois encyclopédique et pointue. Encyclopédique dans le sens où on va y trouver toutes les grandes sources du droit. On va y trouver aussi des recueils de sources, on va y trouver des commentaires, on va y trouver tous les grands glossateurs du droit médiéval, on va y trouver même quelques formulaires ou manuels, on va y trouver par exemple des grands classiques que sont le Vocabularius Utriusque Iuris, l'Artis Notarius ou encore le Guidon des praticiens. Et là, avec ces titres, on a peut-être même des ouvrages qui appartenaient à son père ou son grand-père. Là, je donnerais fort à parier qu'on a là, avec ces titres, les héritages de ses prédécesseurs. On va y trouver aussi des recueils d'arrêts, etc. Donc vraiment, de ce point de grand caractère encyclopédique
de ce fonds juridique, mais aussi une bibliothèque pointue, dans le sens où on va y trouver, sans grande surprise, puisque je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, on va y trouver quelques ouvrages spécialisés dans la justice militaire, en lien avec la profession que Gaspard Thomassin a pu exercer. Alors je vous donne ici juste quelques titres: le Tractatus de Militatibus Processum Accetentiarum, la discipline militaire de Messire Guillaume du Bellay, de la Disciplina Militare, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples, mais voilà, on a un fond à l'intérieur de cette collection d'ouvrages de droit qui sont très étroitement liés à la fonction d'auditeur général de corps. On va y trouver aussi un certain nombre d'ouvrages qui traitent du droit napolitain, du droit allemand, donc une vue assez complète, on va dire, du droit de son époque. Donc, avec la bibliothèque de Gaspard Thomassin, on a affaire à une bibliothèque spécialisée et professionnelle. Et en même temps, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des lacunes là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas des ouvrages auxquels on aurait pu s'attendre dans cette bibliothèque? On n'y trouve pas, par exemple, le Codex Fabrianus, le Code fabrien, qui était quand même une grande somme juridique du droit savoyard. Et peut-être que donc notre Gaspard Thomassin, c'est même quasiment certain, il a dû connaître le président Fabre. C'est peut-être même devant lui qu'il a prêté son serment comme avocat en 1618. Donc voilà, c'est surprenant de ne pas trouver ce type d'ouvrage. On aurait pu, pourquoi pas, s'attendre à y trouver aussi l'histoire généalogique de la Maison de Savoie, parue juste en 1660 par Guichenon. Alors peut-être que Gaspard Thomassin n'était peut-être plus en état à ce moment-là de faire l'acquisition de ce type d'ouvrage, mais on aurait pu s'y attendre. Je n'y ai pas non plus repéré le Notaire parfait, qui a été écrit par Claude Berger, qui était sénateur au Sénat de Savoie, donc un collègue de notre Gaspard Thomassin. Et encore plus surprenant, aucun document de Jean Bodin, qui était un grand juriste français dont on retrouvait les ouvrages dans toute bonne bibliothèque de Robin au XVIIe siècle. Et la grande lacune, évidemment, aucun ouvrage de Saint-François de Sales. J'ai été très étonné de ne pas y retrouver au moins l'introduction à la vie des votes, qui était vraiment le grand best-seller, en tout cas pour les personnes de ce milieu social au XVIIe siècle. On a vu aussi un intérêt assez limité pour la littérature, le roman, la poésie, qui sont donc des ouvrages qui sont quasiment absents. Donc on a, en définitive, avec cette collection, on a l'impression d'avoir affaire à une collection un petit peu atypique dans ce XVIIe siècle, peut-être un petit peu vieilli, beaucoup d'ouvrages du XVIe siècle, et en tout cas une bibliothèque qui est passablement centrée sur la stricte activité professionnelle de son propriétaire. Quelques éléments de comparaison. On est loin de la belle bibliothèque de Jean Piochet de Salins, qui était un humaniste chambérien du XVIe siècle, qui comportait plusieurs centaines d'ouvrages, ou même d'une autre bibliothèque que j'ai eu l'occasion d'évoquer, celle de Jean de Chamboux, qui est mort en 1587 et qui a laissé une bibliothèque assez riche et assez éclectique à Annecy. Et on peut dire en définitive que la bibliothèque de Gaspard Thomassin demeure dans la moyenne de ce que l'on sait des bibliothèques de Robin du XVIIe siècle. Il y a de très nombreux travaux qui traitent de cette question, et en règle générale, on situe la moyenne des bibliothèques robines entre 200 et 250 volumes. Ici, on a 233 titres pour à peu près 300 volumes. On reste tout à fait dans cette norme. Donc, au final, et là je reprends un petit peu les analyses de Roger de Vos, qui a eu l'occasion aussi d'évoquer les bibliothèques des magistrats savoyards des XVIIe et XVIIIe, on a affaire à une bibliothèque qui témoigne d'une culture ancrée dans le XVIe siècle et le tout premier XVIIe siècle, c'est tout à fait ça. Et néanmoins, on pourrait trouver, et j'ai eu l'occasion d'aller faire des comparaisons avec d'autres bibliothèques de juges du Parlement de Metz, du Conseil d'Alsace ou éventuellement du Parlement de Franche-Comté. Et d'ailleurs, c'est un constat que faisait aussi Roger de Vos naguère. On pourrait comparer nos magistrats du Sénat de ce point de vue des bibliothèques, en tout cas, à ces magistrats des parlements français que je viens de citer. J'en viens donc à la conclusion. On ne saura jamais exactement quel usage Gaspard Thomassin a pu faire de sa bibliothèque.
Assurément, ce dont on est à peu près sûr, il l'a fait vivre, puisqu'il a acquis des ouvrages dont manifestement, il était intéressé, il l'a régulièrement alimenté, et ce qui est également certain, c'est que cette bibliothèque, pour lui, était un instrument de travail. C'est manifeste, notamment par rapport à son activité d'auditeur de camp. Les ouvrages traitant donc de la justice militaire devaient l'aider pour exercer son travail de magistrat. Et on peut aussi se poser la question, est-ce que notre sénateur n'a pas cherché à théoriser et pourquoi pas à produire un certain nombre de travaux, à écrire des livres? Manifestement, au moins d'après l'inventaire, il n'a pas laissé de manuscrits, il n'a pas laissé d'ouvrages, et après recherche approfondie, il n'existe pas de Gaspard Thomassin comme étant auteur d'ouvrages imprimés du XVIIe siècle. On peut penser qu'en raison de l'ampleur de sa charge de magistrat, que j'ai eu l'occasion de vous décrire de manière précise, et aussi compte tenu de l'ampleur des procès qu'il menait, encore une fois, ça occupe une place considérable dans l'inventaire après décès, il n'avait peut-être tout simplement pas le temps de s'en tenir à des activités intellectuelles, quand bien même elles auraient été en lien avec sa profession. Le Gaspard Thomassin, pas plus que son neveu Pierre-Louis, qui était maître auditeur, n'ont laissé de descendance mâle. Et donc cette dynastie Thomassin va disparaître de la noblesse dès les années 1690. Et donc on peut se poser la question, qu'est devenue cette bibliothèque? Si jamais vous avez des livres anciens à votre portée et qu'un jour vous trouvez un ex-libris portant ex-libris Gaspard Thomassin, faites-moi signe, je serais tout à fait bien sûr intéressé. Mais on peut quand même malgré tout émettre, pourquoi pas, un certain nombre d'hypothèses. Alors est-ce que cette bibliothèque a été vendue à Lancamp par la veuve parce qu'elle avait des problèmes financiers? Pourquoi pas? Est-ce qu'elle a été récupérée par le neveu Pierre-Louis, qui était qui poursuivait, qui était lui aussi un juriste? Ou plus vraisemblablement, là j'ai une petite piste, elle a peut-être été récupérée par un autre neveu de Gaspard Thomassin, d'ailleurs qui était son propre successeur dans sa charge de maître auditeur de camp, c'est Aimé Charvet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il existe, l'inventaire après décès de cet Aimé Charvet existe, et il y a également un inventaire d'un certain nombre de ses livres, et on va même y trouver dans cet inventaire, entre autres, 3 livres de magie noire et très pernicieux. Alors ce dont on est sûr, c'est que ces livres-là ne venaient pas de la bibliothèque de Gaspard Thomassin, parce que l'inventaire, en tout cas, ne les mentionne pas. Ou alors, ça a été tu par la personne qui a réalisé l'inventaire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les livres ont tenu vraiment une place névralgique dans les destinées de ce lignage thomassin, très représentatif de la robe savoyarde du XVIIe siècle. Je vous remercie de votre attention. Merci Laurent pour cette très belle et très documentée biographie. Il semblait quand même pas très porté sur la religion, puisqu'il n'a pas de livre religieux, il donne le minimum aux congrégations, et il n'a aucune action dans les sociétés de bienfaisance. Alors, encore une fois, soyons prudents, parce que tout ça nous est renvoyé par un document qui est en inventaire après décès, donc effectivement. Oui, très peu. Et puis de fait, effectivement, pour avoir parcouru un peu les autres documents qui composent le fond concernant Gaspard Thomassin, très peu de choses concernant les établissements religieux chambériens. Voilà. Merci. Tout discours de réception est suivi d'une réponse, et celle-ci va être apportée par notre confrère membre titulaire, le professeur Bernard Demeaux. Je vous passe la parole. C'est bon? Vous entendez suffisamment? Bien, chers confrères, votre conférence ne pouvait qu'intéresser vivement tous ceux qui examinent de près l'histoire de la Savoie, qui est si riche en toute période et en tout domaine. Or, beaucoup reste à découvrir, et même dans des terrains théoriquement connus. Et les Thomassins offrent un bel exemple, eux dont le nom ne saurait être ignoré, ni à Chambéry, ni à Lyon, ni même de chaque côté des Alpes.
Grâce à votre étude précise, chacun a pu assister à la remarquable ascension sociale d'une famille par les offices au cours des XVIe et XVIIe siècles. Cette ascension, jusqu'au prestigieux Sénat de Savoie, tient une classique stratégie de relations et elle entraîne la constitution, on vous l'a dit, d'une bibliothèque essentiellement professionnelle. Le précieux inventaire méthodique de la bibliothèque de Gaspard Thomassin montre chez ce juriste, agrégé à la noblesse, la maîtrise indispensable du latin, du français et de l'italien. Ce n'est pas une surprise. Nul ne saurait, au demeurant, s'étonner de l'intérêt d'un juriste pour le droit romain, pour le droit canon, pour le droit français, rien de surprenant. En revanche, on remarque que pour le XVIIe siècle, la persistance du droit féodal et de son très lointain parent, le droit militaire. Donc là, il y a des choses plus curieuses. L'indispensable ensemble témoigne d'une érudition fort traditionnelle, ce qui rejoint tout à fait l'avis naguère formulé à ce sujet par le regretté Roger de Vos. Il serait intéressant tout de même, et là je déborde ce qui vous aviez l'intention d'étudier, préciser si les Thomassins eurent le temps d'agir de même à Lyon, en droit jusqu'au XVIe siècle inclus, en esprit ensuite. Je ne vais pas ici rentrer dans le détail, mais on peut se poser la question. Tant il est vrai qu'en matière de recherche historique, il reste toujours beaucoup d'avenir dans le passé, ce que j'ai souvent été obligé d'introduire chez les étudiants. Mais le regard peut porter beaucoup plus loin que ce que je viens de vous dire. Cette conférence a le mérite de contribuer à attirer l'attention sur l'étude du niveau scientifique des élites régionales pour toutes les sciences et pour toutes les périodes. Bien que parfois difficile en raison des limites des sources, on est bien conscient, cette recherche s'avère loin d'être mineure en raison des multiples découvertes possibles. Par ailleurs, cela pourrait éliminer, espérons-le, les absurdités entendues dans une fraction du grand public près des monuments historiques. Là, des choses extraordinaires selon lesquelles les élites régionales anciennes étaient en fait constituées de parasites plus ou moins ignorants. Les réalités n'ont rien à voir avec de telles circonstances. Il suffit d'examiner, par exemple, le personnel de l'État savoyard, si organisé à partir du XIIIe siècle, à partir de là au moins on en est sûr, en tous les cas, en se souvenant combien la fonction exige une formation généralement longue. Je ne veux pas là aussi rentrer dans le détail, je vais juste à l'essentiel. Cela vaut pour les deux grands piliers de l'État, d'un côté les combattants, cavalerie, artillerie, infanterie et même soutien, et de l'autre côté, les juristes, qui sont, au moins au départ, pour l'essentiel, chanceliers, secrétaires, juges et notaires particulièrement. De plus, en toile de fond ou en premier plan, il faut aussi souligner le rôle des dames. Le rôle des dames qui réserve de grandes surprises, en dépit évidemment de variantes très notables de la place des femmes dans la société, selon les périodes. Les directions de recherche abondent en main domaine et cela revient aux académiciens de diffuser l'esprit, je dis bien l'esprit, d'investigation dans ce domaine. Alors, dans ces conditions, il est à souhaiter véritablement, chers confrères, que vous suscitiez des émules et des disciples dans la région, car vous êtes tout de même bien connus de nombreux titres. Dans ces conditions, force m'est d'adresser des compliments appuyés à l'auteur d'une conférence aussi rigoureuse qu'attrayante, en somme académique pour le meilleur sens du terme.
Je présume que notre président et l'Assemblée ici présente et partagent totalement cette expression. Voilà, je serai bref délibérément pour aller droit à l'essentiel. Merci. C'est avec plaisir que nous t'accueillons parmi nous, les membres titulaires de l'Académie. Nous nous connaissons depuis longtemps et je ne doute pas que tu nous mettes au service de l'Académie toutes tes qualités archivistiques, historiques, d'historien et tes grandes capacités à organiser et à chercher. Bienvenue parmi nous.